Marilyn Bergeron. Peut-être que ce nom ne vous dit rien ici en France, pourtant il s'agit d'une des disparitions les plus mystérieuses du Québec, au Canada, et il y a eu de récents rebondissements sur ce dossier. Bien que la jeune femme ait disparu depuis presque 18 ans maintenant, sa famille n'a jamais baissé les bras et espère encore aujourd'hui savoir ce qui lui est arrivé. Et vous pouvez vous demander comment est-ce que j'ai été mis au courant de cette disparition. Je vous en parle juste maintenant. On se retrouve ici donc dans mon environnement un peu plus cosy. Ça correspond tout à fait à l'automne, à la saison automnale dans laquelle on est, et c'est vraiment ma saison préférée. C'est la saison des bougies, des plaids, des chocolats chauds, d'Halloween, vraiment une saison que j'aime. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec ce que je vous ai dit juste avant? C'est clair que là, il n'y a pas trop de lien, mais attendez, je vous explique. En fait, c'est ici que je mets toutes mes idées à plat, que j'écris tout sur des papiers, ou voilà. Quand j'ai envie de découvrir aussi des dossiers de disparition et les traiter pour en faire des vidéos, généralement ce que je fais, c'est que je vous demande sur mes réseaux sociaux si vous voulez que je parle d'un ou plusieurs dossiers spécifiques. Et le nom de Marilyn Bergeron est venu plusieurs fois dans mes commentaires, et j'avais tout noté sur une petite liste comme ça. Voilà, vous voyez pas grand chose parce que c'est écrit, c'est une feuille volante, donc je l'ai perdu, je l'ai pas relu, puis je suis retombée dessus il y a pas longtemps. Et je me suis vraiment dit là, il faut vraiment que je prenne un carnet pour écrire quelque chose. Et ça s'inscrit totalement, le sponsor du jour, dans ce que je viens de vous dire. Et j'ai de la chance puisque aujourd'hui le sponsor du jour, Burga, m'a envoyé plein de produits, je suis sûre qu'ils vont vous plaire, en tout cas moi je les adore. Et c'est les produits de la collection spécifique à Halloween, Omens, la nouvelle collection, et elle est vraiment bien. Franchement, c'est une collection que vous pouvez utiliser dans le cadre d'Halloween, mais aussi toute l'année. Donc j'ai de la chance d'avoir reçu un carnet de notes qui fait un peu professionnel, vraiment chouette, qui va enfin me permettre de prendre des notes un peu plus lisibles que ce que je vous ai montré. Voilà, mais j'ai pas reçu que ça. Bon, d'ailleurs, je vous montre un petit peu. Regardez, le design est vraiment bien. Et sinon, j'ai reçu aussi un agenda. J'ai besoin, moi, toujours d'écrire et de mettre à plat mes idées, je vous le disais. Et donc, c'est un agenda que je vais pouvoir utiliser après la fin de celui que j'ai, qui arrive à sa fin, tout simplement, avec un super design aussi de cette collection. Regardez ça. C'est un design en fait qui représente des fioles, vraiment ça fait penser aux sorcières, voilà, à Halloween, et j'aime beaucoup ce design, tellement d'ailleurs que, faut que je retrouve mon portable, il est là. J'ai aussi utilisé ce design pour ma coque de téléphone, regardez, elle est vraiment bien, en plus elle est solide, enfin, ceux qui me suivent sur ma chaîne Les Coulisses de Marine B, vous savez que j'utilise cette marque Burga pour protéger mon téléphone depuis des années maintenant, donc je suis très heureuse de collaborer avec eux puisque c'est une marque que j'utilise tout le temps, voilà, et surtout qui tient sur le long terme, ça c'est vraiment bien. Et alors également j'ai craqué pour le Tumblr. Alors vraiment, je savais pas que ça s'appelait comme ça avant, pour être honnête, mais il y a une énorme capacité, et comme je bois pas, je vais pouvoir remplir au début de la journée et boire au moins, là je crois qu'il y a 1,2 litres, qui est déjà énorme pour moi. Donc regardez, c'est aussi un design spécifique à la saison. Vraiment chouette. Et il y a aussi beaucoup plus de produits que ça. Je vous laisse découvrir toute cette nouvelle collection et aussi tous les produits différents parce qu'il y en a vraiment beaucoup grâce au lien que je vous mets ici en commentaire épinglé ou en description. Vous connaissez la chanson, mais vraiment ce sont des designs que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'aime énormément, donc je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui de découvrir cette marque. Et allez-y, il y a vraiment des coques pour tous vos types d'appareils électroniques, il y a des batteries externes, il y a des tailles différentes de tumbler, enfin. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour sous le commentaire épinglé de cette vidéo. Voilà, je suis très heureuse et je remercie à nouveau Burga de sponsoriser cette vidéo, et on se retrouve dans mon environnement habituel juste après ça.
Marilyn Bergeron naît en 1983 à Chicoutimi, au Québec. Depuis 1998, elle et sa famille ont déménagé dans la ville majoritairement francophone de Québec. Son cercle familial est composé de ses 2 parents, André et Michel, et de sa sœur de 5 ans son aînée, Nathalie. Ils sont toutes et tous très soudés. Très vite, Marilyn se découvre une âme d'artiste, une passion pour la musique. Elle aime jouer de la guitare, chanter, la poésie, le théâtre, tout ce qui touche de près ou de loin au domaine de l'artistique. D'ailleurs, à l'école secondaire, elle cherchait déjà à former un groupe. Elle a ensuite cherché à approfondir ses intérêts musicaux dans ses activités extrascolaires. C'est donc tout naturellement qu'elle s'oriente vers des études dans cette branche et qu'elle obtient un diplôme d'art et technologie des médias au cégep de Jonquière à Saguenay, puis qu'elle a suivi des cours au campus de Joliette du cégep de Lanaudière. Finalement, en 2005, alors qu'elle est âgée de 22 ans, elle décide de quitter le cocon familial à l'instar de sa grande sœur qui, elle, s'était installée à Los Angeles depuis 2001. De son côté, elle a préféré, elle, s'installer dans la ville francophone et multiculturelle de Montréal, qui est connue pour son ambiance étudiante. Étant ouverte à toutes les cultures et nationalités, cette grande ville du Québec semble tout indiquer pour qu'elle y débute sa vie d'adulte. En grandissant, elle s'était forgée une belle personnalité dynamique et empathique. Elle aimait les autres, s'intéressait à tout le monde et était aussi très généreuse. C'est donc facilement qu'elle a pu se lier d'amitié avec beaucoup de personnes à Montréal. Ses parents, cependant, vont rapporter qu'elle pouvait être très facilement influençable. Comme beaucoup de Québécois, elle parlait aussi bien l'anglais que le français qui était sa langue natale, contrairement à nous les Français qui avons un petit peu plus de mal avec l'anglais. Elle avait également appris un peu d'espagnol et avait commencé à s'intéresser au russe. À Montréal, pour arrondir ses fins de mois, elle travaillait comme assistante aux ventes chez Steve's Music Store et faisait du montage sonore pour des stations de télévision locales. Elle avait également suivi une formation en finance. Grande rêveuse, son but était de devenir hôtesse de l'air et à long terme, elle avait pour projet d'habiter dans l'ouest du Canada. Malheureusement, tout bascule seulement 3 ans après son arrivée à Montréal. Il est vrai que depuis quelques mois, certains de ses proches ont pu observer un changement dans sa personnalité ou plutôt dans l'attitude de la jeune femme. Elle était plus renfermée sur elle-même, moins ouverte et avait tendance à s'isoler. La question de ses fréquentations sur place est donc rapidement soulevée. Selon ce qu'elle avait expliqué, il semblerait qu'elle côtoyait des personnes assez peu fréquentables, voire douteuses. D'ailleurs, sa cousine, de qui elle était très proche et qu'elle voyait assez souvent sur Montréal, avait déjà rencontré une de ses fréquentations à cette époque-là. Il semblerait d'ailleurs que c'était son petit ami de l'époque. Quelques mois avant la disparition, elle disait d'ailleurs que cet homme était un peu contrôlant, qu'il était très autoritaire avec elle, et donc d'ailleurs que les deux, donc sa cousine et cet homme, s'étaient un peu pris le bec ensemble. Mais c'est vraiment au tout début de l'année 2008 que les choses commencent à s'accélérer et à se détériorer. On est plus précisément le 10 février 2008. Ce jour-là, Marilyn va appeler sa mère André et elle va lui expliquer qu'elle a peur de rester sur Montréal, qu'elle ne se sent pas en sécurité dans son appartement. Pendant l'appel qui a duré une dizaine de minutes, sa mère va lui dire de rentrer chez eux. Et quand elle va raccrocher, Marilyn va directement faire ses affaires, faire sa valise et partir. Le soir même, donc à 19h15, elle était dans un bus direction la ville de Québec. Pendant les jours qui vont suivre son arrivée à Québec, elle retournera par 2 fois à Montréal dans son appartement rue Hochelaga pour récupérer ses affaires restantes. Et donc c'est 6 jours après son appel avec sa mère, donc le 16 février 2008, qu'elle retourne définitivement chez ses parents.
Alors qu'au départ, quand elle avait eu sa mère au téléphone, elle avait expliqué à sa mère qu'elle lui donnerait plus de détails quant à ses problématiques, quant à son mal-être et pourquoi elle avait quitté précipitamment Montréal quand elle serait rentrée chez eux à Québec, et ben ça n'est jamais arrivé finalement. Quand elle est arrivée, elle n'a pas parlé de ce qui lui faisait peur et ce qui l'angoissait. En plus de ça, il semblerait que Marilyn n'était pas quelqu'un qui se confiait énormément. Et si elle n'avait pas décidé de parler, il était impossible de lui tirer les vers du nez. Pour autant, sa mère a quand même essayé de la confronter. Lorsqu'elle a évoqué ces possibles problèmes qu'elle avait, elle a quand même eu quelques informations parce que sa fille a catégoriquement nié que ces problèmes étaient liés à la drogue ou à des situations relationnelles amoureuses ou même à des dettes. Par contre, lorsque sa mère lui a demandé si son départ était dû à une agression qu'elle aurait subie ou à des violences, elle aurait eu une expression assez douloureuse sur son visage, elle aurait fermé ses yeux, elle se serait mise à pleurer. Elle n'a pas voulu en dire plus à sa mère. Et donc, André va lui dire, écoute, je comprends, si t'as pas envie de me parler à moi, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, il faut que tu parles à quelqu'un. Et à ce moment-là, Marilyn a accepté d'aller voir une psychologue. Et d'ailleurs, quelques jours avant sa disparition, elle a vu une psychologue, elle a eu une séance de psy, mais on en parlera à la fin de cette vidéo. Elle avait eu d'autres paroles inquiétantes, Marilyn, notamment lorsqu'elle avait discuté avec sa grande sœur au téléphone, sa grande sœur Nathalie, aux alentours du 14 février, c'est ce que rapporte Nathalie, puisqu'elle se souvient que c'était le jour de la Saint-Valentin. Il semblerait que Marilyn lui ait demandé « Y a-t-il une lumière au bout du tunnel ?» Nathalie, elle a senti qu'il fallait répondre avec précaution, que sa sœur était très certainement à ce moment-là très fragile, et elle lui a répondu « Évidemment, il y a une lumière au bout du tunnel et il y a toujours moyen de s'en sortir ». Le lendemain de son retour définitif chez ses parents, soit le dimanche 17 février 2008, Marilyn explique qu'elle veut aller marcher, qu'elle veut aller prendre l'air, qu'elle veut aller se promener. Sa mère lui propose de l'accompagner, puis celle-ci refuse gentiment, elle lui dit non, je préfère y aller seule. André va embrasser sa fille sur le front et connaissant un petit peu son état psychologique qui était pas au top clairement à ce moment-là, elle lui a dit écoute, prends soin de toi, fais attention, fais pas de bêtises. Et à ce moment-là, donc sa fille part avec son manteau sur elle. Malheureusement, à partir de ce moment-là, sa mère, ses parents, toute sa famille n'auront plus aucune nouvelle de Marilyn. Elle va s'évaporer. Donc évidemment, le soir, elle ne rentre pas. Mais André et Michel se disent, même s'ils sont un peu inquiets, qu'ils vont attendre le lendemain. Potentiellement, peut-être qu'elle va retourner chez elle après avoir réfléchi. Peut-être tout simplement qu'elle est allée chez quelqu'un pour se changer les idées. Le problème, c'est que 24 heures après, toujours aucune nouvelle de leur fille. Ils ont pris la décision qui pour eux était la plus dure, c'est-à-dire d'aller déclarer la disparition inquiétante de Marilyn Bergeron à la police de la ville de Québec. Et puis, même si le jour de sa disparition, de sa promenade, il faisait très beau pour une journée hivernale et même des températures plutôt agréable. La nuit, c'est clair que les températures tombent rapidement et sont tout de suite négatives à cette période de l'année. Donc, il est très important de s'assurer de sa sécurité. Il faut savoir que lorsqu'elle est partie de chez elle, elle est partie sans aucun papier sur elle, mais elle a embarqué une carte de crédit. Alors c'est pas vraiment sa carte de crédit, c'est une carte que son père lui avait donnée pour la dépanner et qui était donc reliée à son compte bancaire à lui. Il a très rapidement pu s'apercevoir que le jour de la disparition, elle avait utilisé sa carte plusieurs fois. Donc la première fois, c'était au niveau d'un distributeur automatique de la banque Caisse Populaire Desjardins situé au 9845 boulevard de Lormière à Loretteville. On la voit sur des images de caméras de vidéosurveillance de l'établissement. Et donc on est sûr et certain qu'il s'agit bien de la jeune femme. En effet, quand on voit la vidéo que je vous mets ici, on la voit avec un air un peu, qui semblerait en tout cas un peu inquiet, regarder dehors en direction du parking, comme étant sur ses gardes. Ses proches disent effectivement qu'elle avait l'air un peu triste, un peu
inquiet et d'ailleurs elle a fait une tentative de retrait de $60, mais cette tentative n'a jamais abouti et sa famille, ses proches pensent que c'est parce qu'elle avait oublié son code de sécurité. On la voit aussi sur ces images porter un sac à dos noir, ce que n'avait pas remarqué sa mère au moment de son départ, donc comme si elle avait préparé son sac à dos un peu à l'abri des regards. Il découvre qu'elle était en possession de ce sac à dos noir sur ces images de vidéosurveillance. On retrouve sa trace ensuite, toujours grâce à l'utilisation de sa carte de crédit, au Café Dépôt de Saint-Romuald, situé au 655 rue de la Concorde. Il est 16h03 lorsqu'elle réalise un achat dans cet établissement. C'est un établissement qui est situé à 16 km de la banque où elle a tenté le retrait et à 20 km au sud de chez ses parents. C'est un lieu qui se situe sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, proche de 2 ponts qui enjambent le fleuve du même nom qui traverse la ville. Les proches se rendent directement au niveau du Café Dépôt pour avoir plus d'informations. Ils vont tomber sur l'employé qui a servi Marilyn. Elle reconnaît tout de suite Marilyn sur les photos qui lui sont présentées. Elle se souvient que Marilyn avait un air assez triste et était assez pressée de quitter les lieux, mais aussi ce qu'il avait perturbé, enfin ce qu'il avait marqué, c'est qu'elle avait fait son achat avec une carte de crédit pour un simple café. Je vais pas vous expliquer dans les détails pourquoi est-ce que c'est un détail important au Canada. Tout simplement au Canada, il y a une grosse distinction qui est faite entre la carte de crédit et la carte de débit. Et à la suite de ce dernier achat réalisé à 16h03, cette carte de crédit ne sera plus jamais utilisée et ne sera d'ailleurs jamais retrouvée. Le lieu est quand même assez éloigné de chez ses parents et de la caisse populaire et donc on peut se demander comment elle s'est rendue à ce Café Dépôt. C'est vrai qu'au vu du timing, vu qu'elle a fait une tentative de retrait aux alentours de 11h et qu'ensuite elle a payé son café à 16h03, il est totalement possible qu'elle ait réalisé ce trajet à pied. C'est vrai qu'il faisait beau et en plus un des ponts est traversable par des piétons, c'est un pont mixte qui est utilisé par les piétons et utilisé par les voitures. Cependant, c'est vrai que c'est quand même un trajet de plus de 4 heures et que même s'il faisait beau, on reste en hiver, donc il fait quand même assez frais. Et on se demande si par hasard elle n'aurait pas été véhiculée jusqu'à cet endroit-là. Alors est-ce qu'elle attendait quelqu'un dans une voiture et c'est pour ça qu'elle regardait derrière elle sur la vidéosurveillance que je vous remets ici, ou est-ce que tout simplement elle a fait du stop et que quelqu'un l'a déposée à ce Café Dépôt? Mais bon, ce qui est sûr et certain, c'est que l'employé a vu Marilyn, mais toute seule, acheter son café. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas rendez-vous à cet endroit. Donc, puisqu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle est venue à ce niveau-là. Pourquoi avoir acheté un café? Pourquoi être pressée de partir du lieu? Donc voilà, il y a plein de questions qu'on se pose aujourd'hui et que la famille s'est très rapidement posée et qui malheureusement reste sans réponse à ce jour. Malheureusement, les jours, les semaines et les mois passent et l'enquête fait du surplace. Au bout d'un an, donc le 15 février 2009, les enregistrements de vidéosurveillance sont diffusés au public, dans l'idée de raviver les souvenirs de quelqu'un qui aurait potentiellement pu embarquer Marilyn ce jour-là, direction le Café Dépôt, qui l'aurait pris en stop par exemple, ou qui l'aurait tout simplement vu et se serait souvenu d'un détail important dans l'enquête. Malheureusement, ça ne donnera rien. Très rapidement, la police de Québec s'est forgée une hypothèse, celle que Marilyn aurait mis fin à ses jours. Et ils ont d'ailleurs évoqué la possibilité qu'elle se soit rendue sur un des 2 ponts et qu'elle aurait sauté dans le Saint-Laurent avant de s'y noyer pour mettre fin à ses jours. C'est une hypothèse qui est entendable, cependant, il n'y a aucun corps qui a été retrouvé, aucune affaire appartenant à Marilyn, puis surtout, la police n'a fait aucune recherche en ce sens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de draguer le fleuve ou, je sais pas, de faire des recherches tout simplement pour voir si potentiellement elle était effectivement dans le fleuve. Donc sans corps, on ne peut pas affirmer qu'elle soit décédée ou qu'elle ait mis fin à ses jours. En plus de ça, son père Michel nous rapporte que à ce moment-là de l'année, le fleuve était quand même assez gelé. Je vous montre
des vidéos à ce niveau-là, à quoi ressemble un fleuve gelé. Je l'ai d'ailleurs vu de moi-même. Donc c'est vrai que on peut se dire que le corps n'a pas pu aller bien loin. Et de toute façon, il faut absolument avancer et ne pas rester bloqué sur des hypothèses sans preuve. De plus, les parents ont souvent reproché les manquements de l'enquête de la police de Québec. Alors il faut rappeler quand même qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les mêmes moyens et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Quand bien même, c'est vrai qu'il y a pas mal de caméras de vidéosurveillance qui n'ont pas été exploitées, notamment autour du Café Dépôt où elle a été vue pour la dernière fois, des magasins qui avaient des caméras dont les enregistrements n'ont pas été saisis ou même visualisés. Pareillement, il y avait des caméras de surveillance autour des ponts et celles-là non plus n'ont pas été exploitées et aujourd'hui, évidemment, les enregistrements sont effacés et les preuves potentielles se sont en même temps évaporées à tout jamais. De plus, c'est vrai que j'ai remarqué sur la carte, comme vous pouvez le voir ici, autour de ce lieu, qui est une zone assez industrielle quand même, il y a beaucoup d'endroits boisés, de forêts, d'arbres, et il est clair que ça aurait été intéressant d'aller vérifier. Et donc la famille a demandé à ce qu'une battue soit réalisée par la police, qu'elle soit organisée tout du moins, et la police de la ville de Québec n'a jamais accepté. C'est finalement donc Michel seul qui a organisé une battue. Il avait d'ailleurs fait quelques découvertes, notamment un sac à dos noir qui aurait pu correspondre à celui de sa fille. Ça n'était pas le sien, mais c'était quand même important de le faire. Mais bon, tout seul et sans les mêmes moyens que la police, c'est sûr que il a pu passer à côté de pas mal de choses. Lui, sa femme et sa plus grande fille vont donc être vraiment les moteurs dans l'enquête de la disparition de Marilyn Bergeron. Ils vont tout mettre en œuvre pour la retrouver. Ils vont se déplacer un petit peu partout dans le pays dès qu'ils ont un témoignage potentiellement intéressant. Ils entreprennent des recherches dans toute la ville. Ils impriment et distribuent des avis de recherche. Ils vont payer les services d'un détective privé. Ils vont même mettre en place une récompense, une première récompense de 10 000 $ canadiens pour toute personne qui aurait une information qui mènerait à la résolution de la disparition de leur fille. Et également, ils vont mettre en place un site internet avec un rappel des numéros à contacter et des courriels à contacter. Sur les avis de recherche, on peut retrouver plusieurs informations, notamment sa taille, le fait qu'elle mesurait 1m70, que son poids était au moment des faits de 52 kg, que la couleur de ses cheveux était brune de base et que celle de ses yeux sont bleu-vert. La photo utilisée d'ailleurs sur les avis n'est pas anodine puisqu'on peut y apercevoir un tatouage de Pégase au-dessus du côté droit de sa poitrine, un signe qui est distinctif. Les membres de la famille de Marilyn ne cessent de se serrer les coudes. Andrée se charge elle plus de tout ce qui est la gestion des médias et elle représente sa famille lorsqu'elle prend la parole. D'ailleurs, elle a réussi à solliciter énormément de médias durant des années. Michel, lui, de son côté, s'occupe plus de ce qui est recherche terrain. Et Nathalie, leur plus grande fille, elle va s'occuper surtout des relations avec la police de la ville de Québec. C'est fou parce que j'ai pu voir que pendant plusieurs années, elle passait, Andrée, limite des dizaines d'heures par jour à établir un rapport. Elle en a établi d'ailleurs plusieurs, histoire de recenser tout ce qui a été fait au niveau de la famille, en tout cas pour les recherches de sa fille. C'est vraiment un travail titanesque. Les années vont passer et à plusieurs reprises, la famille a tenté de demander que le dossier soit officiellement transmis à la sécurité du Québec, ou la SQ, c'est le corps policier national qui a un peu plus de moyens, ou tout simplement aussi de saisir la police de Montréal en plus de la police de la ville de Québec. Et à chaque fois, ces demandes ont été refusées. C'est en effet la police du lieu où la disparition a été enregistrée qui doit se charger du dossier. Mais Nathalie va aussi déplorer qu'aucune réelle collaboration n'a été réalisée entre la police de la ville de Québec et la police de Montréal, parce que c'est vrai que Marilyn a vécu 3 ans à Montréal et que elle a disparu seulement le lendemain du jour où elle est revenue à Québec et qu'elle a très certainement vécu un événement traumatisant là-bas et qu'il y a des personnes qui doivent savoir quelque chose puisqu'elle avait beaucoup d'amis et qu'elle n'était très certainement pas la seule impliquée dans l'événement traumatisant qu'elle a rapporté à ses proches.
Apparemment, de ce qu'elle rapporte, il n'y a vraiment pas de grosse enquête qui a été réalisée à Montréal. Tout s'est réellement fait à distance et non sur le terrain, et c'est vrai que ça change tout. C'est vrai que quand on est sur place, qu'on enquête, qu'on va à la rencontre des proches, des amis et qu'on pose des questions, on est beaucoup plus efficace qu'à distance. En novembre 2016, la famille va se rapprocher de monsieur Marc Bellemare. Alors Marc Bellemare, c'est un ancien ministre de la Justice et procureur général du Québec, et il va accepter de travailler avec la famille et de les représenter en tant qu'avocat. Il a donc animé plusieurs conférences de presse. Une première en février 2017. Pendant cette conférence de presse, la famille de Marilyn Bergeron a annoncé l'augmentation de la récompense qui passe de 10 000 $ à 30 000 $ canadiens. Maître Bellemare a aussi annoncé la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique pour les personnes susceptibles d'obtenir des informations utiles, mais qui ne souhaitent pas directement être en contact avec la police. Il va dire, je cite, « Certaines personnes savent certainement des choses sur ce qui est arrivé à Marilyn. Nous voulons la retrouver, c'est notre objectif. » Une deuxième conférence de presse va se tenir en novembre 2017. Lors de celle-ci, la famille a annoncé avoir obtenu plusieurs signalements, plusieurs alertes, au total 43. Ils sont également accompagnés d'un ami de Marilyn qui s'appelle Jonathan Gauthier. Lui, il la connaît depuis l'université et il va prendre la parole. Son discours va donner des informations supplémentaires concernant l'état psychologique de Marilyn quelques semaines avant sa disparition. En effet, il dira, et je cite, « Je connais Marilyn depuis très longtemps. Quand j'ai redéménagé à Montréal, on a repris contact sur Facebook. Le 10 décembre 2007, on s'est contacté pour se voir. Je suis allée la rencontrer chez elle, mais quelque chose clochait. C'était une fille heureuse avant. Je suis arrivée chez elle, elle était dans le noir et jouait de la musique. Elle avait l'air extrêmement triste. » Ils sont ensuite allés ensemble à une fête dans son quartier. L'humeur de Marilyn s'était quelque peu améliorée, mais à un moment donné de la fête, elle va discuter avec un ami et là, elle va redevenir anxieuse, comme si cette discussion lui avait rappelé un douloureux événement, et puis elle va s'isoler seule dans le couloir et elle va demander à Jonathan de repartir de la soirée. De retour à son appartement, son humeur semble s'être encore dégradée selon ce que lui va dire, et elle s'est mise à pleurer sans cesse. Pendant plusieurs heures, il va essayer d'obtenir ses confessions, mais elle ne dira rien. Il a eu l'impression qu'elle ne voulait pas le mettre en danger. Puis le lendemain, elle est repartie chez elle. Elle pleurait. C'était pas la Marilyn que je connaissais du tout. Je lui ai posé la question, Marilyn, est-ce que tu as assisté à un meurtre? Parce que tu veux pas, la roue tournait, j'avais plein d'exemples dans ma tête. Non, c'est pire. Est-ce que t'as été victime de viol? Non, c'est pire. Puis elle a fini par me dire, Joe, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Suite à cette conférence de presse, de nouveaux signalements vont être recensés. À ce moment-là, 37 signalements, informations proviennent de Hawkesbury. Alors cette ville, c'est une ville de 10 000 habitants et qui est une communauté majoritairement francophone qui est située dans la province de l'Ontario. Elle est plus précisément à la frontière entre la province de Québec et celle de l'Ontario et se trouve de l'autre côté de la rivière des Outaouais. D'ailleurs, c'est pas la première fois que le nom de cette ville va apparaître dans le dossier. Déjà, en décembre 2009, un homme va laisser son témoignage. Étant patron de restaurant d'Hawkesbury, il explique qu'il est persuadé d'avoir vu Marilyn dans cette commune. Lui, il dit l'avoir vue régulièrement en compagnie d'un homme, toujours le même, et d'ailleurs plusieurs des clients de ce restaurant confirment effectivement avoir vu quelqu'un qui ressemblait à Marilyn avec toujours ce même homme. Elle aurait été vue plusieurs fois pendant l'année. C'est plutôt intéressant puisque ce sont des témoignages recensés bien après la disparition de Marilyn. Ça voudrait dire qu'elle est encore en vie quelque part. Il y a d'autres témoignages qui vont aussi la situer à la gare de Kingston, par exemple, et il y a des appels anonymes qui vont expliquer que la jeune femme semblait sous pression et n'avait pas l'air d'être libre.
Une équipe d'enquête est donc envoyée dans la commune ontarienne, mais ils ne vont rien retrouver, ni la trace de Marilyn, ni la trace de la personne qui pourrait lui ressembler. Et donc aucune suite ne sera donnée à cette piste qui recense quand même plusieurs témoignages, et la famille trouve que c'est une piste qui a été un peu ignorée, qui n'a pas été prise au sérieux, et ils pensent donc que les enquêteurs n'ont pas été très loin dans leurs investigations sur place. Pendant plusieurs années, nous n'apprendrons pas grand-chose de plus, l'enquête piétine, mais en 2022, ça va quand même pas mal bouger. Déjà, on apprend par la police de Québec qui est quand même encore active sur le dossier et qui a changé l'équipe. Donc ce sont des nouveaux enquêteurs qui vont se charger du dossier de la disparition de Marilyn et qui vont peut-être apporter un regard neuf. En février 2022, alors que les enquêteurs venaient d'établir un poste de commandement à l'occasion des 14 ans de la disparition de Marilyn près de l'ancien café dépôt de Saint-Romuald, qui aujourd'hui n'existe plus, quelques jours plus tard, des recherches avaient été effectuées dans une maison située à seulement 1 km de cet endroit, donc dans le quartier de Lévis. Les enquêteurs à ce moment-là n'ont jamais dit ouvertement que ces recherches étaient reliées à la disparition de la jeune femme. Pour autant, la mère de Marilyn a été mise au courant par la police de la ville de Québec elle-même des opérations qui étaient réalisées dans cette maison, et donc on fait très vite le lien entre ces recherches et la disparition de la jeune femme. Pendant 2 jours, la maison d'un homme, un dénommé Yvan, a été fouillée. Il a été arrêté d'ailleurs dans la foulée. Lors des fouilles, les journalistes sur place ont pu constater que les policiers retiraient du gravier du vide sanitaire de la maison. Les recherches se sont révélées infructueuses finalement. L'homme a été relâché, mais on ne sait toujours pas ce qui a amené la police à effectuer ces vérifications. En tout cas, ça n'a pas été dit dans les médias, ou alors je ne l'ai pas vu. Si vous avez cette information, n'hésitez pas à me le dire. Il y a assez récemment, donc encore en 2022, une nouvelle conférence de presse qui a été tenue et qui a été donc animée encore une fois par Maître Bellemare. Cette nouvelle conférence de presse d'octobre 2022 s'est tenue à Hawkesbury. L'endroit est symbolique puisque de nombreux témoignages la situaient à ce niveau-là. D'ailleurs, la conférence de presse se déroule en présence d'un habitant de la ville, c'est un certain monsieur Salico. Il raconte un témoignage qu'il avait déjà livré 12 ans auparavant à la police. C'est un témoignage plutôt intriguant et c'est la première fois pendant cette conférence de presse qu'il va être divulgué publiquement. Il raconte que lors d'une nuit froide et pluvieuse de décembre 2009, lui et sa femme avaient été réveillés par des coups frappés à leur porte à 2h du matin. Une jeune femme était présente, vêtue seulement d'une veste légère, d'un t-shirt blanc, d'un jean et de talons hauts. Une protection insuffisante contre les intempéries. En pleurs, elle a demandé si elle pouvait utiliser leur téléphone pour appeler quelqu'un en ville. Le couple a accepté, lui a donné une serviette pour qu'elle se sèche. Elle a essayé d'appeler, mais l'appel n'a apparemment jamais abouti. Elle a ensuite demandé au couple son chemin vers une rue qui était finalement assez proche de chez eux, la rue Chamberlain. C'est une petite rue que je vous mets ici où il y a vraiment finalement très peu d'habitations, donc j'espère que les vérifications ont été faites. Monsieur Salico a proposé de raccompagner la jeune femme. Elle a poliment décliné en expliquant que si c'était juste à côté, elle pourrait très bien s'y rendre à pied. Elle est finalement partie au bout de 10-15 minutes après avoir toqué à la maison des Salico et elle ne sera plus jamais revue par le couple. Elle avait avec eux échangé en anglais, mais il s'avère qu'elle parlait aussi très bien français. 3 mois plus tard, ils disent avoir vu un reportage sur la disparition de Marilyn et ont reconnu en Marilyn la jeune femme qui avait, quelques mois auparavant, toqué en pleine nuit chez eux. À la différence que lorsqu'ils l'ont vue, elle était blonde, contrairement aux photos qui étaient diffusées où elle était brune. Mais sa famille a dit que c'était totalement possible puisqu'elle se teignait très souvent les cheveux et elle avait déjà teint ses cheveux plusieurs fois en blond. Pour André, la mère de Marilyn, il n'y a aucun doute, il s'agit très certainement de sa fille qui a toqué chez les Salico un soir de décembre 2009.
En effet, elle va dire, je cite, « La description de Marilyn, ses réactions, son état émotif, sa façon de s'exprimer en français et en anglais, sans difficulté, ainsi que sa grande politesse, ce sont des caractéristiques propres à Marilyn. » Elle explique également et elle rappelle qu'il y a eu plusieurs signalements à Hawkesbury, mais aussi à Toronto et à Niagara Falls. Et elle termine par, je cite à nouveau, « Si vous détenez des informations, sortez du silence, rompez votre secret pour nous soulager de 15 ans de souffrance. » D'autres informations ont amené la famille à croire qu'elle pourrait être encore en vie, toujours en Ontario. André a donc également demandé à toute personne susceptible d'en savoir plus de se manifester. Si elle a une nouvelle vie et qu'elle veut être laissée tranquille, nous respecterons cela. Pour ce qui est des hypothèses, la police de la ville de Québec, je vous le disais, s'est très rapidement tournée vers celle d'un suicide, tandis que la famille s'est, elle, tournée plus vers une hypothèse criminelle. Énumérons ensemble dans cette prochaine partie les différentes hypothèses possibles encore à ce jour. Pour ce qui est de l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs, il y a pas mal effectivement d'éléments qui pourraient concorder en ce sens. En effet, il faut dire que Marilyn traversait une période très sombre. Elle venait de quitter précipitamment Montréal, où elle disait ne plus se sentir en sécurité. Elle est revenue chez ses parents et elle n'avait pas réussi à se confier, refusant d'expliquer ce qui s'était passé là-bas. Je vous avais dit, elle avait entamé un suivi avec une psychologue qui avait rapidement confié à sa mère à la suite d'un premier rendez-vous. C'est un gros cas, un cas d'hospitalisation. En plus de ça, à Montréal, plusieurs de ses proches, que ce soit sa famille ou ses amis, avaient remarqué un changement chez Marilyn. Notamment, ils avaient remarqué qu'elle s'était renfermée sur elle-même et qu'elle s'isolait de plus en plus. Ça coïncide un peu ce que nous rapporte Laurence, une de ses amies, qu'elle avait côtoyée pendant une année sur Montréal. C'est vrai que ce qu'elle va dire n'est guère rassurant. Laurence a confié que toutes les deux, elles se ressemblaient énormément, qu'elles étaient comme deux âmes sœurs et qu'elles avaient eu les mêmes problématiques et les mêmes idées similaires lorsqu'elles étaient plus jeunes. Elle décrit Marilyn comme étant une femme très gentille, très douce, mais aussi très fragile. Et ce lien entre Marilyn et le terme du S, on le retrouve dans un court-métrage de cette fameuse Laurence intitulé Manifeste-toi. Je vous montre quelques extraits. Effectivement, Marilyn y apparaît à l'écran et ce film traite de cette problématique du S. Ce qui est troublant, c'est que quand on la regarde, on est obligé de se poser la question, est-ce que c'est ce qu'elle pensait réellement? On peut regarder la télé, boire, fumer, et se droguer. Moi aussi, j'ai déjà essayé de me suicider, là. Mais c'est pas vraiment important. Malgré cela, certains éléments ne collent pas avec l'hypothèse qu'elle ait voulu mettre fin à ses jours, notamment le fait qu'elle ait pris avec elle un sac à dos et qu'elle ait essayé de retirer de l'argent laisse penser à une préparation, à un départ plutôt qu'à une décision impulsive. Et s'il s'agissait d'un suicide, c'est vrai que normalement on aurait eu plus de chances de retrouver son corps, ce qui n'a jamais été le cas. En plus de ça, je vous le rappelle, il y avait cette histoire du fait que le fleuve était quand même gelé, donc c'était quand même peut-être plus facile, si elle avait voulu mettre fin à ses jours, de retrouver son corps dans ces conditions. Après, il y en a qui ont évoqué le fait que l'argent qu'elle ait retiré aurait peut-être été tout simplement pour acheter un billet de bus et pour partir direction le café où elle a été aperçue pour la dernière fois. Cependant, si elle avait simplement voulu retirer de l'argent pour un trajet et un transport, elle aurait pas voulu retirer $60, mais plutôt 10 ou $20. Et là, $60, c'est quand même bien plus que ce qu'elle aurait eu besoin de dépenser. Une autre hypothèse permettrait d'envisager une fuite volontaire ou même une crise psychotique. Un effondrement psychique brutal qui aurait pu être provoqué par un traumatisme qu'elle aurait donc vécu à Montréal, traumatisme qu'elle jugeait, selon ses propres mots, pire qu'un V ou qu'un meurtre. Peut-être que c'est cette peur extrême qui l'a poussée à disparaître,
a changé de vie pour se protéger elle, ou peut-être même pour protéger ses proches. D'ailleurs, ce scénario me rappelle un peu l'histoire d'Emma Filipov. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur cette disparition. Donc elle avait disparu à Victoria en Colombie-Britannique. C'était une jeune femme qui présentait des troubles psychiatriques et qui avait disparu dans un contexte, semble-t-il, de délire paranoïaque, de confusion et de peur. Et donc on peut se demander, est-ce que l'événement traumatique vécu par Marilyn l'a plongée dans une dépression sévère qui a évolué en psychose paranoïde ou vice-versa? Se serait-elle donc enfuie à cause de cela? Puis il y a quand même tous ces témoins qui disent avoir aperçu Marilyn, notamment à Hawkesbury, parfois seule, parfois accompagnée. On peut se demander, est-ce qu'elle était en errance à ce moment-là ou même plus tard? Est-ce qu'aujourd'hui elle est en errance et qu'elle ne sait pas revenir chez ses proches? Ou également, est-ce qu'elle est sous la coupe de quelqu'un? Est-ce qu'elle est sous manipulation? Enfin, une troisième hypothèse est un peu plus sombre puisque c'est une hypothèse criminelle, qui est l'hypothèse privilégiée par la famille et notamment Nathalie, la grande sœur de Marilyn. Elle croit beaucoup à la thèse du trafic d'êtres humains. Il est vrai, selon ses propres mots, que Marilyn côtoyait des personnes un petit peu douteuses. On peut se demander, est-ce qu'elle aurait vu quelque chose, participer à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû? Est-ce qu'elle avait des informations qui la mettaient en danger? On peut se demander si elle a été prise dans un engrenage dont elle ne pouvait plus sortir. D'ailleurs, l'Ontario, où plusieurs témoins, je vous le rappelle, affirment l'avoir vue, est une des provinces les plus touchées par la traite de personnes au Canada, notamment à cause de ses axes frontaliers. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une piste qu'il faut continuer à creuser? Aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse, mais l'enquête reste ouverte et la police de la ville de Québec continue de travailler sur ce dossier. 17 ans ont passé depuis la disparition de Marilyn. Depuis, les parents se sont rapprochés d'une association de personnes qui ont perdu ou qui recherchent leur enfant et donc ils se sentent très soutenus. Ils sont vraiment touchants puisque chaque année, chaque Noël, ils achètent un cadeau à Marilyn. Donc ce Noël, ce sera le 17e cadeau qu'ils vont acheter dans l'espoir de pouvoir les ouvrir avec elle un jour. Aujourd'hui, Marilyn aurait 42 ans. D'ailleurs, il y a plusieurs portraits vieillis qui ont été partagés tout au long de ces années. Et il y a le dernier qui date de 2025 que je vous mets ici à l'écran. Est-ce qu'elle est quelque part vivante sous une autre identité ou malheureusement est-ce qu'elle ne serait plus de ce monde et elle reposerait dans un endroit encore inconnu à ce jour? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la famille, quelle que soit la réponse à ces questions, veut avoir la certitude, veut retrouver Marilyn et veut enfin pouvoir avancer après tout ce temps. Mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'y a pas de corps, il garde espoir. On t'attend à bras ouverts et on t'aime. Je t'embrasse, ma chouette. Alors, je vous mets tous les contacts pour joindre les bons numéros ou les bons courriel si vous avez des informations qui pourraient aider à retrouver Marilyn. On sait jamais, on peut espérer. Je vous mets tout ça dans la description de cette vidéo. Je vous mets aussi toutes mes sources. Il y a quand même des reportages qui ont été réalisés, qui ont été vraiment brillamment réalisés. Je les trouve très bien et très touchants. Et n'hésitez pas à les regarder du coup si vous le souhaitez. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue pour être honnête, mais j'ai vraiment voulu vous apporter beaucoup de détails sur cette disparition pour que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Alors, ce n'est pas la vidéo que j'avais espéré vous produire. C'était une vidéo d'une disparition où j'étais allée à la rencontre des familles, où j'étais allée sur le terrain. Malheureusement, je ne peux pas la sortir. Je vous expliquerai pourquoi dimanche, puisque ce sera une vidéo où je vous expliquerai tous les détails de pourquoi est-ce que je n'ai pas pu la sortir, mais aussi une mise à jour sur une disparition. D'ailleurs, il y a une de mes vidéos, si vous avez été attentif, qui a disparu de cette chaîne. Ce sont 2 vidéos qui ont été faites avec des familles et je vais vous expliquer pourquoi j'ai retiré ces vidéos et un petit peu en quoi consiste mon travail lorsqu'il faut travailler avec les familles. Voilà. Ça arrive, mais sinon on se retrouve si vous voulez plus de détails
sur tout ça sur ma chaîne secondaire Les coulisses de Marine B. Vous aimez beaucoup, apparemment j'ai pu le voir, que je raconte un petit peu tous les détails de l'envers de mon travail et l'envers du décor. Je remercie encore à nouveau Bourga d'avoir sponsorisé mes vidéos. Je voulais boire tout au long de cette vidéo, mais je voulais mettre aussi en lumière derrière mes produits que j'avais reçus. Donc vous inquiétez pas, je vais boire dès que j'ai fini de filmer, mais je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo, de soutenir ma chaîne. Vous savez, c'est très important pour mon travail. Et sur ce, prenez soin de vous et de vos proches.